S'il y a bien une question qui taraude les parents en matière d'éducation, c'est celle de l'argent de poche. Faut-il en donner à ses enfants? Si oui, à partir de quel âge? Combien? Est-ce qu'on en donne en hebdomadaire? Est-ce qu'on en donne en mensuel? Etc. Alors ces questions sont importantes, mais d'après moi, elles restent secondaires, puisque la chose la plus importante pour éduquer ses enfants à l'argent, c'est de leur apprendre à développer un rapport sain à l'argent, justement. De leur apprendre à gérer un budget, de leur apprendre à épargner, de leur apprendre à avoir une consommation qui va être raisonnée et engagée. Alors pour illustrer tout ça, je vais vous donner un exemple qui est certes un peu caricatural, mais vous allez voir qu'il fonctionne bien. Je préfère donner 100 € à ma fille et qu'elle les dépense en disant « Maman, j'en ai mis un tiers sur mon livret d'épargne, j'en ai donné un tiers à une association qui me tenait à cœur et j'ai utilisé le dernier tiers pour acheter des livres, des places de cinéma, des places de musée », plutôt que de lui donner seulement 10 €, mais qu'elle utilise l'intégralité de la somme pour acheter des bidouilles made in China sur Amazon. Donc cet exemple caricatural, il montre que finalement le plus important, ça n'est pas le combien. Combien d'argent de poche je donne à mon enfant? Mais c'est bien le comment. Comment est-ce que je vais éduquer mon enfant pour qu'il apprenne à gérer son budget, à gérer son argent? Et une fois qu'il saura faire ça, je me demanderai combien d'argent je peux lui donner. Apprendre à bien gérer son argent, c'est apprendre à bien consommer et à épargner. Et donc on va sensibiliser nos enfants sur ces deux aspects-là. Alors on va commencer par la consommation. L'idée, c'est d'apprendre à son enfant à développer une consommation qui va être raisonnée, éclairée et engagée. On peut par exemple lui apprendre à faire attention, à comparer les prix. Et quels que soient nos moyens, la question n'est pas de savoir si on a beaucoup de moyens ou si on n'en a pas beaucoup, mais c'est une question d'éducation, d'apprendre à regarder les prix. Par exemple, en septembre dernier, lorsque ma fille devait faire ses courses de fournitures scolaires, je lui ai dit qu'on allait aller dans un supermarché qui était un peu plus loin de la maison, mais qui avait des prix moins chers. Et donc on est allé faire ses courses là-bas, on a beaucoup regardé les prix, on a beaucoup comparé les prix entre les différents articles qui étaient proposés. Et à la fin, quand on a payé, je lui ai demandé de garder le ticket. Et ensuite, on est allé dans le supermarché à côté de chez nous, le Monoprix, qui est beaucoup plus cher. Et je lui ai demandé de regarder, de comparer ce qu'on avait payé par rapport au prix du Monoprix, si on s'était juste facilité la vie et qu'on était allé en bas de chez nous. Et là, elle s'est rendue compte qu'il y avait des écarts qui étaient extrêmement importants, jusqu'à 1 € par article, et qu'au final, en allant un petit peu plus loin, on avait réussi à économiser 5 € sur le total des fournitures achetées. Et ça l'a beaucoup marqué. Elle s'est rendue compte qu'on pouvait faire des économies en comparant les prix et que c'était important de faire attention au prix de chacun des articles. Et du coup, avec les 5 € qui étaient économisés, je lui ai dit tu voulais un agenda Harry Potter qui est plus cher que l'agenda de base. Et donc, grâce aux 5 € qu'on a économisés en comparant les prix, tu vas pouvoir t'offrir l'agenda Harry Potter que tu voulais. Et ça a été hyper marquant pour elle et elle m'en parle encore aujourd'hui. Alors, c'est important de sensibiliser les enfants sur la notion de prix en comparant les prix et c'est aussi important de les sensibiliser sur la notion de qualité-prix. Ma fille m'entend très souvent dire ça, c'est trop cher pour ce que c'est. Y compris pour des choses qui coûtent très peu cher. Elle me dit, mais maman, ça coûte 1 €, c'est pas cher en soi. Et je lui explique que non, 1 € en soi, c'est pas énorme, mais que 1 € pour une bidouille en plastique made in China dont on ne va pas se servir, là, par contre, ça devient cher. Par contre, 10 € qu'on va investir parce qu'on va aller chez le fromager pour avoir du fromage de qualité ou chez le boucher, là oui, ça vaut le coup parce qu'il y a une vraie qualité derrière. Et je lui explique pourquoi est-ce que le prix est justifié. C'est des petits artisans, ils prennent plus de temps, le temps c'est de l'argent, etc. Et donc, il y a toute cette éducation à la question de la qualité et de la qualité-prix. Pourquoi est-ce que je suis prête à payer plus cher parce qu'il y a de la qualité derrière? Et pourquoi au contraire est-ce que je suis prête à payer moins cher ou pas du tout acheter parce que finalement il n'y a pas de qualité et même si c'est pas cher, en fait j'achète rien, j'achète de la poussière et donc ça ne vaut pas le coup. Ensuite, toujours dans cette idée d'avoir une consommation qui est éclairée, raisonnée, on va aussi discuter sur les postes de dépenses. À la maison, on a pas mal de dépenses qui vont concerner tout ce qui est culturel. On achète des livres, de la musique, des places de cinéma, des places de musée, ça représente un certain budget. Et ça, ma fille le sait et c'est un choix dont on discute avec elle d'avoir une consommation culturelle qui est importante et du coup de dépenser de l'argent sur ce poste-là. Par contre, il y a d'autres postes comme les vêtements sur lesquels on va faire beaucoup plus attention. Pour des raisons économiques mais aussi écologiques. Donc on achète peu de vêtements, on favorise les vêtements de seconde main et on va avoir des achats qui vont être très raisonnés sur les vêtements. Et donc on lui explique tout ça, qu'on choisit d'acheter moins de vêtements et plus de livres ou plus de musique parce que c'est notre manière de consommer et que c'est réfléchi. Ça c'est important, de prendre le temps de réfléchir à ces postes de dépenses.
On discute aussi beaucoup des endroits dans lesquels on va dépenser notre argent et des entreprises auxquelles on va donner notre argent, là dans une idée de consommation qui va être engagée. Elle sait par exemple que quand on va chez Emmaüs, c'est open bar. Elle peut acheter quasiment tout ce qu'elle veut, que ce soit des livres, des jeux et des vêtements, déjà parce que c'est très peu cher, et ensuite parce que ça me fait plaisir de donner de l'argent à Emmaüs et de les aider. Par contre, quand on va chez Zara, là, ça va être hyper contrôlé. On va acheter que ce dont elle a besoin, on va beaucoup y réfléchir, on va se demander si on ne peut pas l'avoir d'abord d'occasion, etc. Et donc, elle voit aussi qu'on n'a pas la manière de consommer en fonction de l'endroit où on est, parce qu'il y a des modes de consommation qui sont plus engagés que d'autres. Et elle sait aussi qu'il y a certaines entreprises qu'on va boycotter pour des raisons éthiques. Par exemple, on ne commande jamais sur Amazon. Même si elle a besoin d'un livre en urgence, on préfère aller prendre le métro et aller chez Gibert et y passer la journée plutôt que de faire une commande sur Amazon. Et enfin, le dernier apprentissage par rapport à la consommation qui nous semble hyper important, c'est le fait de ne pas se rendre dépendant de l'argent. On ne donne pas de goût de luxe à notre fille. Par exemple, quand on voyage, on a la chance de voyager. On ne fait pas forcément des voyages à l'étranger systématiquement. On va aussi faire des randonnées à vélo, où on va avoir des logements qui vont être assez sommaires. Et quand on fait une randonnée à vélo, on ne peut pas emporter beaucoup de bagages. Donc on doit vraiment se demander de quoi on a besoin et se contenter de l'essentiel. Et tout ça, c'est des apprentissages qui sont importants et qui permettent de se détacher du luxe, de se détacher de l'argent et de se rendre compte que finalement, pendant les vacances, ce qui est sympa, c'est de vivre des aventures ensemble, de partager des expériences et c'est complètement indépendant du luxe ou du confort de l'hôtel où on peut aller ou du type de voyage qu'on peut faire. C'est important pour les enfants de se détacher de l'argent parce que ça leur permet justement plus tard de ne pas s'en rendre dépendants et de ne pas être obsédés par ça. Donc concernant la consommation qu'on peut faire, l'idée c'est de transmettre cette idée de consommation réfléchie, raisonnée, éclairée et engagée à notre fille. Et donc pour ça on discute. Pourquoi est-ce que je choisis d'acheter plus à tel endroit et moins à tel autre? Qu'est-ce que c'est qu'une consommation engagée? Pourquoi est-ce que je compare les étiquettes? Et en quoi est-ce que je suis prête à payer plus cher pour avoir de la qualité? Ou au contraire, est-ce que je refuse un achat parce que j'estime qu'il n'y a pas la qualité que j'attends? Alors une fois que je vous ai raconté tout ça, vous allez me demander, est-ce que je contrôle les achats de ma fille? Est-ce que je surveille ce qu'elle achète avec son argent et je m'assure qu'elle n'achète pas une bidouille de Chine sur Amazon? Eh ben non, j'ai choisi de ne pas contrôler ses achats, tout simplement parce que je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire ses propres expériences. Donc si à un moment elle décide d'acheter quelque chose que moi je n'achèterai pas, je vais la laisser faire et je ne vais pas lui imposer mes propres choix. Tout simplement parce que je pense qu'après, ça ne ferait que la frustrer et que si je lui interdisais aujourd'hui d'acheter des choses qui lui plaisaient, avec son premier salaire, elle irait tout claquer chez Zara et au final, on reviendrait à la case départ. Donc je préfère lui laisser faire ses propres achats que de contrôler absolument ce qu'elle achète. Par contre, il y a une chose que je lui demande, c'est de réfléchir. Quand on va à la librairie en bas de chez nous et qu'elle voit tous les magazines emballés dans du plastique avec plein de bidouilles dedans, elle a très envie de les acheter, ce que je peux comprendre. Et je lui demande juste de réfléchir. Je lui dis, on rentre à la maison, tu dors dessus et demain matin, si tu as encore envie de les acheter, je te promets, on y va. Par contre, ne les achète pas sur un coup de tête. Et ça, elle l'accepte, elle l'entend. Et dans 99% des cas, on rentre à la maison, elle passe à autre chose, elle ne va pas du tout acheter la bidouille, elle oublie. Et si par hasard, elle avait vraiment envie de l'acheter, là, le lendemain, on y retourne. Je lui ai promis et je tiens à ma promesse. Mais au final, ça lui permet quand même de réfléchir un peu à ses achats et de se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup d'achats qui sont impulsifs et quand on prend le temps d'y réfléchir, finalement, on oublie rapidement les bidouilles qui ne servaient à rien. Il y a quelques temps, elle a quand même fait l'expérience de regretter un achat. Elle était avec son papa et elle s'est achetée avec son argent 2 énormes cartes Pokémon. Quand je les ai retrouvées, elle s'est mise à pleurer en me disant « Ah, je regrette, j'aurais dû en acheter qu'une seule, ça ne servait à rien d'en acheter 2. » Bon, je ne l'ai pas disputé et surtout, je ne l'ai pas accablé. Je ne lui ai pas dit « Ah, bah tu vois, tu aurais dû réfléchir, tu n'aurais pas dû faire un achat impulsif, etc. » On a utilisé cette expérience-là pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Je lui ai demandé quelle émotion elle avait ressentie au moment où elle avait eu envie d'acheter. Pourquoi est-ce qu'elle avait eu envie de ces cartes-là? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle avait ressenti après? Pourquoi est-ce qu'elle avait regretté, etc. Ça lui a permis de mettre des mots sur toutes les émotions qu'on peut ressentir tout au long de l'acte d'achat et de comprendre le processus qui était à l'œuvre. Et ça, c'était intéressant et c'était important. Et on discute aussi beaucoup de tout ce qui est fait pour nous influencer pour acheter. Je lui parle du marketing, je lui explique ce que c'est que les têtes de gondole, je lui explique quel est le travail des influenceurs pour qu'elle se rende compte qu'elle est beaucoup incitée aussi
par la société pour acheter et qu'elle apprenne à repérer ces incitations-là plutôt que de les subir. Et ça, c'est important, ça fait aussi partie de l'éducation à la consommation, de se rendre compte qu'on est très influencé par l'extérieur et d'apprendre à détecter toutes ces influences-là pour essayer au minimum de les comprendre, voire d'y résister. Donc on l'a vu tout à l'heure, apprendre à bien gérer son argent, c'est apprendre à consommer de manière saine et éclairée et c'est aussi apprendre à épargner. Et ça, on va aussi pouvoir sensibiliser son enfant sur ces sujets-là en leur parlant notamment du fonctionnement de la banque et des institutions financières. Et on peut commencer assez jeune avec des questions très simples. Quand elle avait 6 ans, ma fille m'a demandé si l'argent sortait tout seul du distributeur. Donc ça a été une très bonne occasion de lui expliquer que non, l'argent ne sort pas tout seul du distributeur, qu'il faut d'abord avoir travaillé et ensuite l'avoir déposé sur son compte en banque pour pouvoir l'utiliser et qu'on ne peut pas utiliser plus que ce qu'on a gagné. Ensuite, pour des enfants un petit peu plus âgés, vers 9-10 ans, on peut commencer à introduire des notions sur les emprunts, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'épargner? Qu'est-ce que c'est qu'emprunter? Le fait que c'est plus facile d'emprunter une grosse somme à la banque, 100 € par exemple, pour donner des proportions qui sont plus compréhensibles pour eux, et d'acheter quelque chose de cher avec, une console, que de sortir tout seul 100 € d'un coup. Et après, c'est plus facile de rembourser par petits montants tous les mois que d'avoir à sortir une grosse somme d'un coup. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on peut expliquer, qu'on peut illustrer avec des exemples de la vie quotidienne et qui permettent de commencer à sensibiliser les enfants à toutes ces notions-là. Et ensuite, au collège, au lycée, on peut aller un peu plus loin avec les notions de découvert, des notions d'investissement, les différents véhicules d'investissement, à quoi sert un livret A, où est-ce qu'ils peuvent déposer l'argent qu'ils ont reçu de mamie à Noël, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui vont contribuer à leur culture financière et qu'il est important puisque ça va aussi leur apprendre à gérer leur argent. Et enfin, pour les enfants un petit peu plus âgés au lycée, et notamment les jeunes filles, mais aussi les garçons, c'est important de commencer à leur expliquer qu'il y a aussi une gestion de l'argent qui peut être genrée. Et pour ça, on peut s'appuyer sur des études et un livre qui a été écrit par Titiou Lecoq qui explique que les hommes et les femmes n'ont pas le même rapport à l'argent et que ce rapport à l'argent, il est plutôt défavorable pour les femmes. Elle explique notamment sa théorie du pot de yaourt qui est assez marquante, qui est le fait de dire que quand un homme et une femme sont en couple, la femme va payer les courses, elle va donc acheter des yaourts et l'homme va lui payer le crédit de la voiture. Ils vont donc dépenser la même somme tous les mois, ce qui semble équitable. Sauf que quand ce monsieur et cette dame vont divorcer, la femme va partir avec des pots de yaourt vides, c'est tout ce qu'elle aura, alors que monsieur va partir avec la voiture puisque c'est lui qui aura payé les traites pour pouvoir l'acheter. Et on voit qu'il y a un déséquilibre qui se crée à cause des postes de consommation qu'on peut avoir. Et donc c'est intéressant de venir expliquer tout ça à des adolescents et de venir expliquer comment est-ce que la gestion de l'argent peut être genrée et leur montrer que c'est aussi important de faire attention à tout ça et d'inclure tous ces éléments-là dans leur réflexion sur la gestion de leur argent. Quand on explique à son enfant que l'argent ne sort pas tout seul du distributeur et qu'il faut travailler pour pouvoir le gagner et l'épargner, c'est aussi un moyen d'expliquer l'importance du travail et ça fait partie de leur acculturation à l'argent et à l'économie. Leur expliquer qu'il y a un moment, il va falloir travailler pour gagner de l'argent. Alors là, ce qui n'est pas facile, c'est de trouver le juste milieu entre le fait de faire travailler des enfants parce qu'ils ont envie de gagner un petit peu d'argent et ce qui relève des tâches quotidiennes de la maison. Le fait de vider un lave-vaisselle ou de mettre la table, par exemple, ça fait partie de la vie de famille, de la vie collective. Et il n'y a pas de raison qu'ils soient payés pour ça. C'est normal qu'ils le fassent. Par contre, à la maison, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de donner un peu d'argent à notre fille quand elle faisait des gros travaux. C'était une demande de sa part. Elle disait « mais moi, je ne peux pas travailler au Carrefour ou je ne peux pas être vendeuse et pourtant j'aimerais gagner de l'argent. Comment est-ce que je peux faire ?» Et donc, on lui a proposé de faire des travaux un petit peu plus importants à la maison, qui restent accessibles à un enfant de 9 ans. Mais du coup, c'était un moyen pour elle de gagner un peu d'argent. Et on lui a notamment proposé de vider les tiroirs de la cuisine et de la salle de bain, de les nettoyer, ensuite de tout ranger bien aligné, etc. Et je lui ai aussi proposé de m'aider à lessiver les murs, ce qui sont des tâches un petit peu plus grosses et qui du coup, d'après nous, méritaient une petite rémunération de quelques euros, ce qui lui a permis de commencer à se rendre compte de ce que ça voulait dire que de travailler pour gagner sa vie. Et bien entendu, quand ensuite il a s'agi de dépenser cet argent-là, c'était beaucoup plus difficile pour elle de dépenser l'argent qu'elle avait gagné plutôt que celui qu'on lui avait donné. Et elle s'est rendue compte à quel point quand on travaille, on se rend compte de la valeur de l'argent et que c'est beaucoup plus difficile de venir le dépenser.
Et ensuite, quand elle sera un peu plus âgée, ça nous paraît évident qu'elle va faire des jobs d'été, des jobs d'étudiant. Mon mari et moi, on en a toujours fait. Mon mari travaillait sur les marchés, moi j'ai été vendeuse, hôtesse d'accueil. Et ça a été marquant dans notre vie professionnelle. Déjà, ça a été notre premier contact avec le monde du travail. Et ensuite, ça nous a beaucoup appris et ça nous a permis de gagner nos premiers salaires. Et ça, on en parle avec elle et on le valorise beaucoup. Parce qu'encore une fois, c'est évident pour nous et donc dans la continuité pour elle qu'elle commencera à travailler tôt et qu'elle fera des jobs d'été et des jobs d'étudiants. Et enfin, le dernier élément qui me semble important dans l'éducation des enfants à l'argent, c'est le rapport à l'argent et les discussions qu'on peut avoir sur le rapport à l'argent. Il y a la question de la transparence déjà. Quand notre fille nous demande combien a coûté notre appartement ou combien est-ce qu'on gagne ou combien coûtent les vacances, moi je suis plutôt pour lui donner toutes les informations. Mon mari un petit peu moins, mais moi pour le coup je suis plutôt pour la transparence parce que j'estime que c'est pas la peine d'en faire toute une montagne en fait. On répond à sa question, ça satisfait sa curiosité et ensuite on passe à autre chose. Alors que au contraire, si on commence à lui dire que ça ne la regarde pas, à cacher des choses, ça donne une trop grosse importance au sujet qui ne doit pas en avoir. Par contre, si on en parle assez librement en famille, on n'en parle pas à l'extérieur. Ça, je lui dis, toutes ces informations-là, elles ne concernent que nous et on ne va certainement pas aller se vanter d'avoir tant d'argent ou tel appartement ou telle vacances auprès de l'extérieur. C'est des choses qui ne concernent que nous et on reste très discret sur tous ces éléments-là et ça, elle l'a très bien compris. On va aussi discuter de la manière dont l'argent peut influencer les rapports entre les personnes. Comment est-ce que ça peut venir déchirer des amitiés? Je lui parle par exemple d'un ami que j'ai perdu parce qu'il m'avait volé de l'argent et que j'ai toujours refusé de lui pardonner. Ou de familles qui peuvent se déchirer à cause d'histoires d'héritage. Et alors là, c'est pas difficile de trouver des exemples entre Johnny Hallyday, Alain Delon ou la grande-tante. Finalement, on en a plein autour de nous. Mais c'est l'occasion d'avoir des discussions avec notre fille pour lui expliquer comment est-ce que l'argent peut venir détruire des rapports, y compris entre des personnes qui étaient extrêmement proches. Et enfin, il y a toute la question des droits et des devoirs autour de l'argent. On lui explique pourquoi est-ce que les gens qui gagnent plus d'argent payent plus d'impôts, à quoi servent les impôts, pourquoi est-ce qu'on contribue plus ou moins à la société. On lui explique aussi les devoirs qu'on a quand on a de l'argent, le fait que si on a de l'argent, on doit aussi le partager, être charitable. Quand on a fait un don sur la guerre en Ukraine, on lui a proposé de participer. Et elle l'a fait avec un tout petit montant qui était à la hauteur de ses moyens, mais elle a voulu contribuer et donner un peu de son argent et c'était important aussi de lui apprendre que quand on a de l'argent, il y a aussi des devoirs qui sont attachés à cet argent-là et notamment des devoirs de solidarité. Donc on le voit finalement, on parle assez ouvertement d'argent à la maison, en tout cas au sein de la cellule familiale. Ça c'est vraiment un parti pris qui est personnel. Je comprends qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas réagir comme ça, mais moi je pars du principe que si on ne veut pas donner trop d'importance à ce sujet, il faut en parler. C'est un peu comme la sexualité en fait. Si on refuse d'en parler et qu'il y a un énorme tabou autour du sujet, du coup, ça va générer plus d'interrogations et plus d'intérêt autour du sujet que ce qu'il mériterait finalement, alors qu'au contraire, si on répond aux questions de manière franche, tranchée, transparente et sans s'étaler non plus, mais juste en répondant à la question, finalement, ça dégouffe complètement le sujet, ça lui donne pas plus d'intérêt que ça et on peut passer à autre chose. C'est pour ça qu'à la maison, on choisit de parler d'argent de manière transparente, de donner des chiffres s'il y a des questions sur des chiffres. Par contre, ça reste à l'intérieur de la maison. Et on commente aussi les effets que ça peut avoir et les droits et les devoirs qu'on a qui sont rattachés au fait qu'il y ait plus ou moins d'argent dans un foyer. En synthèse, on le voit, c'est beaucoup dans le quotidien que l'éducation à l'argent va se faire. Quand on va au distributeur et qu'on explique que non, l'argent ne sort pas tout seul, mais que derrière, il y a un compte en banque et qu'on a travaillé pour l'alimenter. Quand on va faire ses courses et qu'on explique pourquoi est-ce qu'on choisit d'aller chez le fromager plutôt qu'au supermarché. Quand on choisit d'aller acheter des vêtements chez Emmaüs plutôt que chez Zara ou sur Shein. Tout ça, ça fait partie d'habitudes de consommation éclairée, engagée, d'habitudes d'épargne, de gestion de son budget qu'on peut expliquer et transmettre à notre enfant. Et c'est par ces tout petits actes, ces tout petits gestes et toutes petites explications qu'on va venir construire tout son rapport à l'argent, un rapport à l'argent qui va être le plus sain possible, c'est ce qu'on va essayer de développer. Et une fois qu'on aura fait tout ça, une fois que notre enfant aura compris que pour avoir de l'argent, il faut travailler, qu'il faut l'épargner, qu'il aura compris que l'argent ne tombe pas tout seul du ciel, alors oui, on pourra se demander
combien d'argent de poche on peut lui donner. Et d'ailleurs, on pourra en discuter avec lui. Puisqu'il aura eu toutes ces discussions avant, puisqu'il aura maintenant une vision beaucoup plus éclairée de la gestion de l'argent, on pourra en discuter avec lui. À ton avis, est-ce que tu as l'âge d'avoir de l'argent de poche? Si oui, combien? Et tout ça va faire partie de la continuité de son éducation à l'argent. Et encore une fois, la question de l'argent de poche et du combien viendra dans un second temps, une fois qu'il aura acquis les compétences qui lui permettent de gérer sainement son budget et son argent et d'être éduqué à l'argent.